son existence et à travers elle, du siècle soviétique. Pour dessiner ces fusils, toujours très riches de détails, il s'inspire directement de ces journaux répertoriant armes de chasse et de guerre qui sont familiers aux Russes. Mais il est loin de seulement copier les modèles qu'il voit. Il les accommode au contraire de façon très personnelle. Depuis longtemps, les armes le fascinent. La nature est présentée dans les travaux de Lobanov avec une grande sensibilité, avec tendresse même. Le moindre brin d'herbe y a sa place. On y voit le rythme des saisons, on reconnaît les différentes espèces végétales et les animaux. Quant au portrait et autoportrait, c'est toute une affaire. Là aussi, il s'est manifestement inspiré de son environnement et surtout des journaux de propagande. Évoquer les thèmes récurrents de son œuvre ne dispense en rien de la façon dont il se les approprie. Car le travail de Lobanov révèle une incroyable capacité d'assimilation. Cette capacité de s'imprégner de la culture visuelle traditionnelle russe comme de la propagande soviétique vient sur le fond de son total dessaisissement pour tout ce qui touche le verbe. Mais il a une écriture très appliquée qui prouve qu'il a maintenu la maîtrise du graphisme toute sa vie, en fait. Oui. Donc je ne pense pas que c'était un analphabète. Il avait probablement des limites dans ses modes d'expression. C'est tout à fait étonnant, ce télescopage entre l'actualité soviétique et un espace de référence très intime qui est celui de ce qu'il a pu vivre à travers son déplacement et sa solitude à l'hôpital. Et peut-être que le motif de la chasse renvoie à une espèce de nostalgie du temps où il entendait les coups de feu. Parce que c'est très impressionnant pour un petit garçon d'entendre les détonations. Mais peut-être qu'il n'entendait que ça, même après. On n'est jamais totalement sourd. Et donc si ça dépasse un certain seuil... Enfin, après on perçoit autrement. Enfin, c'est plus l'oreille interne qui perçoit les sons, mais de toute façon, cette fascination des armes, elle renvoie aussi au fait que l'URSS des années 40, même dès le milieu des années 30, se soit très largement investi dans la production d'armes à feu et que les espaces urbains qu'il a fréquentés ont été aussi marqués par l'implantation d'usines de fabrication d'armement. Était organisé autour de l'armement. Et la présence des militaires et la période de la guerre a probablement participé à amplifier encore le fait que ce soit des images marquantes. Je pense que c'est un miroir tendu à la réalité à laquelle il participe et dans laquelle il vit, où il voit des choses qui relèvent de registres tellement différents qu'on ne peut pas caser ensemble ces images-là, qui sont totalement artificielles parce qu'elles ne sont vécues que par une toute petite partie de la population, et puis ces images-là qui renvoient à un quotidien martelé aussi à travers les informations, la presse. Je pense que l'œuvre de Lobanov est un miroir tendu
à l'Union soviétique, au quotidien de l'Union soviétique et à cette dimension parfaitement ordinaire d'un effort de guerre. Je ne pense pas que ce soit un discours critique. Il y a énormément de sincérité. Non, je pense que il ne fait que mettre en image une certaine forme de légitimité de l'armée, des armes, de la guerre. C'est une page qui est consacrée à l'illustration du confort et de l'aisance du peuple soviétique, qui montre à la fois l'archétype d'un intérieur domestique des années 60, l'urbanisation en marche avec un certain nombre de petites maisons construites en béton, qui sont le symbole aussi d'un processus urbanistique en cours. Et au dos, on trouve en fait un dessin qui renvoie symboliquement au revers de cette société idéale que les journaux construisent à grands coups de clichés noirs et blancs, qui est cette obsession, cet investissement dans l'équipement militaire et cet effort de guerre ou cet effort d'armement qui était celui de l'Union soviétique de l'époque. L'Union soviétique s'est confortablement installée dans une logique, dans une image de vainqueur de la Deuxième Guerre mondiale, par les armes, par l'effort et le sacrifice de guerre. Donc il y a une très grande légitimité de ce discours de la conquête, du mieux-être par les armes. Il n'y a rien de... L'armée, ce n'est pas quelque chose qu'on cache. C'est extrêmement noble ou prestigieux de faire des études dans des lycées ou dans des écoles militaires. C'est extrêmement prestigieux de faire une carrière dans l'armée. Les officiels militaires sont présents sur les tribunes politiques, donc l'armée est présente au cœur du quotidien des... oui, les ordres les ordres les prestigieux sont ceux qui sont décernés pour fait d'armes. Donc il y a une très grande légitimité à montrer des armes. Il n'est pas en porte-à-faux avec son époque, pas du tout. C'est une des pages de son petit carnet de croquis Cette page est précédée de dizaines d'autres où il y a énormément d'armes reproduites. Et sur celle-ci en particulier, il y a une petite mention. Il y a marqué Glukhoy, c'est sourd, Niemoy, muet, Lobanov Alexandre Pavlovitch, donc c'est son nom complet, Rysovanie, dessin, Atlichna, magnifique, très bien. Et il répète là, Lobanov, Chto Rysovanie, Rysuy, Atlichna. Alors c'est une forme impérative, dessine bien. Il affirme. Et je pense qu'il était très conscient de son identité d'artiste handicapé, de la maîtrise de son art. Il était conscient de bien dessiner. Il était conscient d'être privé des autres moyens de son expression de par sa surdité. Moi, ce qui me fascine, c'est qu'on a toujours une vision de l'Union soviétique comme un espace d'enfermement, bon, ça c'est pas forcément à tort, mais de privation de liberté. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que c'est un artiste handicapé qui a passé la plus grande partie de sa vie dans un établissement fermé, et qui a eu la possibilité de s'exprimer et
de produire une œuvre extrêmement foisonnante, extrêmement riche et un nombre de dessins, de peintures absolument vertigineux. Là où on pense que l'enfermement, c'est l'absolu, c'est un hôpital psychiatrique au sein d'une dictature. Donc on pense que c'est vraiment pas l'endroit où la liberté d'expression est possible. Et on s'aperçoit que dans ce petit hôpital de campagne, on lui a laissé la possibilité de s'exprimer et qu'on a probablement favorisé son expression en lui donnant les moyens de le faire. On ne l'a pas privé de papier, on ne l'a pas privé de crayon, on ne l'a pas privé de sources de documentation, on lui a donné les moyens de nourrir son imaginaire et de produire ce qui probablement le rendait fondamentalement heureux, de dessiner ses motifs. Non, il y a une part de... Je ne sais pas si c'est de la joie, c'est quelque chose comme du contentement ou de la satisfaction, quelque chose... je ne sais pas si c'est du bonheur, une image du bonheur, mais je crois que quand il dessine, il est content. Il faut s'imaginer les heures qu'il a dû passer à son travail. À 21 ans, c'est l'asile. Après la mort de son père à la fin de la guerre, la mère de Lobanov ne sait plus comment gérer ses crises violentes et le confie en 1945 à l'hôpital psychiatrique de Iaroslavl. Violence politique, violence de guerre, violence intérieure se mêlent là pour Lobanov. Il sera transféré en 1947 à l'hôpital psychiatrique d'Afonino, où il restera jusqu'à sa mort en avril 2003. Il avait 79 ans. Ce n'est pas une apologie du socialisme ou de l'Union soviétique que Lobanov véhicule. C'est un miroir tendu au poids de ces images sur le quotidien. C'est un homme ordinaire et c'est le quotidien, voilà à quel point le quotidien des soviétiques est imprégné de cette iconographie qui est bien sûr est porteuse d'un message politique, mais il n'y a pas de slogan repris. Je pense qu'il est impensable que Lobanov ne soit montré qu'à l'extérieur. Il y a des choses à faire comprendre, il y a des choses à montrer en Russie et aux Russes à partir de ses œuvres. Et au-delà de son histoire personnelle, qu'en est-il de son lien avec son époque? Il ne semble pas que sa maladie l'ait abstraite des événements politiques qui ont tissé l'histoire de la Russie au XXe siècle, mais plutôt que celle-ci l'a mis en résonance d'une façon singulière avec ces événements. Что произведения Лобанова продолжают экспонироваться на выставках. В Ярославле прошло несколько выставок. Je me réjouis beaucoup de ce que les œuvres de Lobanov aient été exposées à Yaroslav, en France, en Suisse, au Danemark et encore dans d'autres pays. Зная историю места, с которым связана была жизнь и самого Лобанова. Compte tenu des origines de Lobanov et de sa vie, on peut dire que cette œuvre parle beaucoup plus de l'histoire de la Russie et de notre tragédie que bien des œuvres d'artistes professionnels. Может сказать об эпохе, о времени, о судьбе поколений, о трагедии нашего государства и его людей. Сейчас снимается фильм. Он как бы вбирает. Pour la réalisation de ce film, de nouveaux éléments ont été collectés qui élargissent nos connaissances, non seulement sur la vie et l'œuvre de Lobanov, mais aussi sur une page de l'histoire de notre pays. Дает возможность соприкоснуться с разными страницами истории. И в комплексе, в принципе, вот в контексте всего этого материала еще более значимым становится творческое наследие этого, но я говорю художника, потому что действительно художника,
C'est vraiment l'œuvre d'un grand artiste, par ses qualités esthétiques et créatives, et en même temps un document historique. Это и произведение. Aujourd'hui, il existe une méconnaissance persistante de la maladie psychique et de son impact sur la vie de ces grands malades par le public. La confusion s'accentue et parfois même est exploitée quand surgit une œuvre asilaire et rare comme les celles de Lobanov. Dans ce contexte, à qui appartiennent les œuvres d'Alexandre Pavlovitch Lobanov, qui n'a créé et vécu qu'à l'hôpital d'Afonino? Alexandre Lobanov a été officiellement oublié jusqu'à la fin août 1999, où enfin, il reçut du musée de Yaroslav, grâce à Igné, pour ses 75 ans, son passeport et une retraite. L'œuvre d'Alexandre Pavlovitch Lobanov, aux prises à une reconnaissance mondiale, voit sa cote monter depuis quelques années. Les collectionneurs et autres marchands se pressent pour acquérir au moindre prix quelques travaux de cette œuvre unique. À qui devraient revenir les produits croissants de cette renommée? Тебе не хочется покоя, сердце, так хорошо на свете жить, сердце, так хорошо, что ты такое